je parle en français. Alors voilà, en anglais, évidemment. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qui a lieu dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. On est très fiers de pouvoir offrir cette activité-là. On trouvait très important de partager avec la francophonie l'importance d'offrir et de demander, surtout de demander des services en français lorsqu'on vit en milieu minoritaire et donc en Alberta, dans notre cas. J'aimerais, attendez une seconde, je m'excuse. J'aimerais vous présenter nos trois invités, soit, si on y va, là, je ne sais pas si c'est dans le même ordre, mais on a Evelyne Kémajou, qui est la directrice générale du portail de l'immigrant association à Calgary. Ensuite, dans le milieu, techniquement, on a Paul Denis, qui est le directeur général du réseau santé albertain. Et ensuite, nous avons le docteur Quentin Durand-Moreau, qui est avec nous. Evelyne et Mme Kémajou et Dr Durand-Moreau vont se présenter, ainsi que M. Denis, pendant leur présentation. Alors, je vais laisser la parole à Paul. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on voit... Est-ce que vous... Paul, si tu parles... Oui, ben non, je suis là en visuel aussi. Là. Ça fait que c'est une autre personne qui s'est joint à nous qui s'appelle Paul, qui s'appelle pas Paul Denis, probablement. Alors, merci Isabelle, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Et si tu veux, Isabelle, commencer le partage d'écran avec le petit PowerPoint que j'ai préparé parce que au lieu de lire à partir de mes notes, j'aime mieux avoir un petit rappel mémoire de ce que je veux dire avec le PowerPoint. Et puis, on va parler évidemment d'offres et de demandes actives. J'ai hâte d'entendre Evelyne d'ailleurs de parler de ses expériences dans le domaine de la demande active parce que je sais qu'elle en a eu. Alors voilà, si tu veux faire le plein écran, là, je vois deux images, Isabelle. Je ne sais pas si c'est... moi, ça ne me dérange pas, mais ça peut déranger les autres. Ben, à la prochaine diapositive. C'est beau. Alors, c'est très beau. Et voilà. Hop, là, tu es revenu à l'autre. Mets la deuxième diap, s'il te plaît. La technologie moderne est excellente quand on réussit à la faire marcher comme il faut, évidemment. Ce n'est pas de ta faute, Isabelle. Moi, j'ai des problèmes encore plus sérieux que ça. Si tu peux passer à la deuxième, je vais commencer en attendant. L'offre et la demande active dans le système de santé. Nous, au réseau santé, ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de l'offre active parce qu'on essayait de convaincre le ministère de la Santé et Alberta Health Services d'offrir activement des services de santé en français à la population francophone. La demande, on n'a pas touché là-dessus tellement. Je suppose qu'au début, on a voulu mettre l'accent sur l'offre pour encourager le ministère et les services de santé pour offrir davantage de services là où il était bon de le faire. Il y a certains endroits dans la province où on peut offrir des services parce qu'il y a beaucoup de francophones, comme par exemple à Edmonton, avec la concentration de francophones qui se trouvent dans le quartier Bonnie Doon, ce qu'on appelle le quartier francophone, avec évidemment la cité, le campus Saint-Jean, etc. Bon, voilà, très bien, laisse-le là. Alors, l'offre active... Excuse-moi, Paul, c'est ma connexion Internet qui fonctionne pas très bien. Est-ce que vous voyez, je vais le laisser comme ça si vous voyez. Oui, on le voit très bien, tu peux le laisser comme ça. Et puis, on va juste changer de diapositive au fur et à mesure. OK, excellent. Alors, évidemment, le concept de l'offre active postule que les services en français doivent être visibles, disponibles et facilement accessibles. L'exemple de ça, je le donne toujours, c'est que dans un village qui s'appelle McLennan, dans le nord-ouest de la province, il y a un centre hospitalier qui dessert les francophones dans la grande région de Rivière-la-Paix, où il y a 9 villages
canadiens-français ou francophones dans ce coin-là, et un pourcentage quand même assez élevé de francophones. Et à ce petit hôpital-là, ou ce centre hospitalier, à peu près 120 professionnels de la santé qui y travaillent. Et là-dessus, il y a une quarantaine de professionnels qui sont bilingues. Et donc, on offre des services de santé en français à cet hôpital-là. Et la liste des services qui sont offerts est très visible. Et à l'entrée de l'hôpital, on voit des affiches service en français ici, on peut vous servir en français. C'est partout écrit, tu ne peux pas le manquer. Alors, en arrivant à ce centre-là, où il y a même un centre d'urgence, il y a des possibilités d'être servi en français tout de suite parce qu'il y a du monde bilingue à cet endroit-là. La même chose, évidemment, au centre de santé communautaire à la cité francophone ici à Edmonton. L'offre active, donc, veut créer un climat dans lequel les gens se sentent à l'aise d'utiliser la langue française. Parce que si on rentre à quelque part et ce n'est pas clair qu'il y a un service disponible, les chances sont bonnes qu'on ne va pas le demander. On ne peut pas rentrer dans une clinique n'importe où et s'il n'y a rien d'écrit pour indiquer qu'il y a des services en anglais, en français, pardon, les chances sont bonnes que les gens vont penser tout de suite qu'il n'y en a pas. Il y a des exemples de ça, le PCN de Edmonton South. Si vous rentrez là, ce n'est pas tout à fait clair au départ qu'il y a des services dans d'autres langues que la langue anglaise. Par contre, le PCN Edmonton South offre des services dans 14 langues différentes. Alors, ce n'est pas évident. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Isabelle. Alors, je vais commencer le résumé du côté de l'offre active. C'est évidemment la responsabilité des organismes de santé d'offrir des services en français. C'est une reconnaissance de l'importance de la langue et de la culture, ça c'est clair. Et quand on parle au ministère de la Santé ou au Alberta Health Services ou Covenant Health, et on leur parle du fait que la langue et la culture sont des déterminants importants de la santé, tout de suite on nous dit oui, on est au courant, c'est vrai, il y a des études énormes qui ont indiqué ça clairement. Donc, encourager l'individu à faire la demande. Ça, on le dit aux gens qui offrent des services de santé. On leur dit clairement, si vous ne faites pas l'offre, les chances sont bonnes que la demande ne se fera pas non plus. Il faut que vous soyez capable de dire aux gens qui rentrent, avez-vous une préférence? Surtout si on voit tout de suite que ce sont des francophones ou des immigrants qui, pour la plupart, ne parlent pas anglais dès le départ. D'offrir, dans quelle langue est-ce que vous aimeriez être servi? Si on va dans les entreprises privées qui ont évidemment le sens des affaires, on voit assez souvent à l'entrée les langues qui sont offertes dans cet établissement-là, que ce soit une banque, une caisse ou un magasin de toutes sortes. Alors, il y a des possibilités là d'être beaucoup plus visible et d'offrir des services dans une langue autre que l'anglais. Ça, c'est l'offre active. Et c'est évidemment essentiel quand on parle des gens qui sont en situation minoritaire. La demande active, bien évidemment, il faut le faire. C'est notre responsabilité comme client. C'est de faire valoir notre choix, c'est de faire valoir qu'on veut des services dans notre langue. Et cela va inciter les autorités de la santé à offrir davantage de services en santé. Parce que imaginez-vous, on est dans une province de 4 millions, quasiment 4 millions et demi, et on a fait moins que 100 000 de population, c'est moins de 3 %. Là, les professionnels de la santé vont au travail le matin. Ce n'est pas à la francophonie minoritaire qu'ils sont en train de penser. Ils ont plein d'autres choses dans leur assiette. Ils ont leur travail. Et surtout, pendant cette pandémie, c'est presque impossible de penser à autre chose. Alors, c'est sûr que ces gens-là, à moins que l'on fasse un exprès puis on demande le service, les chances sont bonnes qu'ils ne vont pas l'offrir. Si on rentre à une clinique et on vous demande votre nom, etc., et vous dites en passant, j'aimerais avoir un service en français, évidemment, vous allez être obligé de demander ça en anglais probablement, mais disons que c'est bon de s'essayer parce que ça démontre clairement que la demande existe. Sans la demande, l'offre risque de ne pas venir. Au prochain, s'il vous plaît, Isabelle. Pourquoi? Évidemment, d'abord et avant tout, c'est pour le patient.
la langue et la culture sont des déterminants importants de la santé, on le sait. Alors, s'il y a un manque de communication entre le patient et le professionnel de la santé, ou si la communication n'est pas claire, bien là, il peut y avoir évidemment des conséquences néfastes. Alors, il est important que les deux se comprennent. Et évidemment, la demande, si on ne l'entend pas, si on ne la voit pas, elle n'existe pas dans les yeux et dans la tête des gens qui offrent des services. Et il faut l'admettre, il y en a qui ne sont pas intéressés du tout à offrir des services en français. Ce sont des gens qui sont unilingues et puis qui ne veulent rien entendre que leur langue. Bon, on a du travail à faire avec eux autres, mais il faut quand même faire la demande. Parce que c'est un puissant incitatif qui pousse le système de santé à agir. Parce que le réseau santé travaille de très près avec le ministère de la Santé. Nous avons un groupe de travail avec un sous-ministre adjoint et plusieurs chefs de département. Et nous travaillons avec eux pour voir comment on peut augmenter l'accès à des services de santé en français à travers la province. Et on travaille évidemment aussi avec les vice-présidents et les chefs de département à Alberta Health Services, parce qu'il y a des endroits dans la province où les systèmes de santé sont vraiment au courant qu'il y a des communautés francophones dans ces coins-là et cherchent quand même à trouver des professionnels de la santé qui peuvent offrir des services en français et d'autres manières d'offrir les services. La politique en matière de francophonie engage le gouvernement à améliorer les services. Mais c'est une politique, ce n'est pas une loi. Une loi obligerait et engagerait le gouvernement à agir. Mais quand c'est une politique, c'est un souhait. Alors, chaque ministère, par rapport à cette politique-là, doit préparer un plan d'action qui est en lien avec la politique. En d'autres mots, comment allez-vous rencontrer les objectifs de cette politique-là à l'intérieur de votre ministère? Alors, le réseau travaille avec le ministère de la Santé et nous avons influencé les objectifs que le ministère de la Santé a mis dans son plan d'action pour faire avancer l'accès à des services de santé en français, donc l'offre active et la demande active. Alors, nous avons fait mettre dans le plan d'action du ministère deux choses importantes, l'identification des endroits où il y a des besoins et où il y a déjà certains services en français qui pourraient être améliorés, et aussi l'identification des professionnels de la santé qui travaillent à Alberta Health Services et qui ont la langue française comme deuxième langue ou première langue dans certains cas, et qui pourraient offrir des services en français. Et on ajoute à ça la promotion à travers la province de ces services-là et de ces professionnels-là. Alors, c'est ce que le réseau fait avec le ministère de la Santé et Alberta Health Services. Prochaine diapositive. Alors, en demandant, on contribue évidemment à l'amélioration globale des services en français. C'est pourquoi nous mettons beaucoup plus d'accent sur la demande active de nos jours pour encourager notre communauté à renforcer l'engagement de l'organisation Alberta Health Services à offrir des services en français. Puis ça aussi, ça va créer des emplois pour des personnes qui parlent français. Nous allons prochainement commencer à encourager les écoles dans nos étudiants qui fréquentent les écoles francophones et les écoles d'immersion à considérer une carrière dans le domaine de la santé. On ne fait pas assez à ce niveau-là, puis il faut que ça commence jeune, de mettre cette question-là dans la tête des jeunes, parce qu'on a tellement besoin de professionnels de la santé chez nous. De fait, en anglais aussi, on le sait, mais en français encore plus, on a besoin beaucoup de préposés aux soins, par exemple, pour nos aînés. On a besoin d'infirmiers et d'infirmières. Et le campus Saint-Jean n'est pas capable d'en produire assez pour rencontrer la demande. Je parlais dernièrement à la directrice du programme de sciences infirmières au campus Saint-Jean, et ils ont 24 places. Et ils reçoivent à chaque année au-delà de 100 demandes d'inscription pour ce programme-là. Alors, c'est tout dire. Favoriser la sensibilisation des employés à la réalité multiculturelle de notre clientèle. Puis je dis multiculturelle francophone, parce qu'il y a la langue, évidemment, mais il y a la culture aussi. Et les nouveaux arrivants ont une culture bien différente de ceux qui sont là depuis 5 ou 6 générations et ceux qui viennent de d'autres provinces. Alors, il y a toute cette question multiculturelle.
qui englobe évidemment aussi toutes les autres langues et cultures dans notre province. Générer évidemment les statistiques. Ça, on le fait. Je vais vous en montrer quelques-uns dans une prochaine diapositive. Démontrer l'existence et la présence de la communauté francophone. Encore là, je vais vous en parler dans quelques minutes. Et aider à la communauté francophone à recevoir des meilleurs services. Prochaine. Ou demander des services. Et voilà. À Edmonton, au-delà de 34 000 francophones, avec une concentration importante dans le quartier Bonnet-Doon, le quartier francophone. À Calgary, il y a au-delà de 30 000 francophones. Malheureusement, à Calgary, il n'y a pas de grosse concentration à un seul endroit dans la ville. C'est beaucoup de monde, mais c'est éparpillé dans une très grande ville. Alors, c'est un peu plus difficile d'offrir des services dans cette situation-là, mais on a quand même identifié certaines possibilités de ce côté-là. On espère aussi, on parle d'espace francophone à Calgary, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir quelque chose. Et on attend aussi les statistiques de 2021 parce que ces chiffres-là que je vous donne aujourd'hui, c'est basé sur 2016. Alors, je suis sûr que nous sommes plus nombreux que ça depuis 2016. Dans la grande région de Rivière-la-Paix, 9 villages francophones, l'hôpital à McLennan, il y a des services de santé en français. À Saint-Paul, Bonnyville et Plamondon, il y a un pourcentage quand même important de francophones. Là, de nos jours, je pense que c'était entre 15 et 25 %. Et ce sont des endroits où il y a une concentration considérable de francophones, donc, mais ce sont des francophones bilingues. Ce sont des francophones qui sont là depuis 4 et 5 générations. Alors, quand on leur parle de demander des services de santé en français, ben, peut-être, mais c'est peut-être pas nécessaire. Je parle anglais, puis, tu sais, je connais pas les termes en français tellement parce qu'on les a oubliés depuis quelques générations. Alors, le dilemme que nous avons dans certains endroits, c'est que notre population francophone, étant parfaitement bilingue, est moins, disons, encouragée à faire la demande. À Brooks, ben là, c'est beaucoup de nouveaux immigrants qui sont là et qui travaillent là. Et je suis sûr que de nos jours, il doit y en avoir 700 000 qui travaillent à Brooks et qui ont besoin des services en français. On a beaucoup travaillé avec eux autres. On a essayé de trouver une infirmière. Je pense qu'on a réussi il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, on cherche davantage à rencontrer les besoins de cette communauté-là avec les effectifs qui sont là à Brooks. Mais Brooks, c'est une petite ville anglophone. Alors, il y a quand même des défis là, à rencontrer. Puis, il y a 13 bureaux régionaux de la CFA, 42 écoles francophones, 4 conseils scolaires. Alors, nous avons une population francophone assez nombreuse, considérable, bien organisée, avec des atouts et plein de bonnes choses qui peuvent nous aider à rencontrer les besoins dans le domaine de la santé. On passe à la prochaine. Je ne veux pas prendre trop de temps, là. Alors, on peut faire les demandes de services en santé dans des milieux hospitaliers, par exemple. On parle de McLennan. À Grande-Prairie, nouvel hôpital. On parle maintenant avec les autorités à Grande-Prairie d'identifier quel service que la nouvelle hôpital de Grande-Prairie va pouvoir offrir en français. Pourquoi? Parce qu'il y a des professionnels de la santé qui sont bilingues dans cet hôpital-là. Et il y a une communauté francophone qui est bien organisée et qui en demande des services. Alors, il y a plein d'endroits, Fort McMurray, évidemment, Saint-Paul, Bonnyville. La zone nord, de fait, a été identifiée par Alberta Health Services comme étant une zone bilingue. Et par ça, ils veulent dire aux autres bilingues anglais, évidemment, avec le français. Ça, c'est un cas. Mais il y a aussi anglais avec les langues indigènes. Alors, ils mettent tout ça dans le même panier. C'est la zone nord bilingue. Et là, on fait des efforts d'offrir des services en français en faisant, par exemple, beaucoup de traductions de documents qui peuvent être utiles dans les écoles, dans les cliniques, etc., pour les patients. Alors, on peut faire des demandes au niveau des cliniques de santé, au Primary Care Network, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de francophones, dans les centres de santé communautaire et évidemment dans les foyers de soins de longue durée, surtout dans les foyers de soins de longue durée, parce qu'on sait que notre population est vieillissante et que la demande de ce côté-là va continuer à augmenter. Merci, Isabelle. On passe. Comment demander? Évidemment, on indique notre préférence d'être servi en français. Et si le service n'est pas disponible,
on peut demander qu'on utilise le numéro 800 pour obtenir les services d'un interprète. Ce ne sont pas des traductions ou des traducteurs, ce sont des interprètes, des gens qui sont formés à faire l'interprétation dans le domaine de la santé, dans la langue du patient. Ça prend beaucoup plus de temps, mais je connais des médecins ici à Edmonton en particulier qui s'en servent régulièrement parce qu'ils veulent s'assurer que la communication avec le patient est quand même complète. Et la seule façon de le faire, c'est d'avoir cet interprète-là au bout du fil. Dans certains cas, on peut même faire ça avec Zoom, évidemment. Encourager, évidemment, et reconnaître les organismes et les professionnels de la santé qui font des efforts de s'exprimer en français. Et ça, on le voit, soit c'est les associations de médecins ou d'infirmières. On peut aussi manifester notre appui aux initiatives des gestionnaires et des décideurs politiques qui cherchent à fournir davantage des services en français. Merci, Isabelle. Au prochain, je vais passer. Les alliés de la santé, je vais juste passer quelques minutes là-dessus. Le réseau santé a créé il y a 2 ans de ça, il y a un peu plus, mais avec la pandémie, c'est un peu au ralenti. Ce qu'on a appelé les alliés de la santé. C'est un projet, on appelle ça un peu les soldats sur le terrain, parce qu'on ne peut pas être partout. La province est énorme. On a une géographie très grande. Pour aller à Rivière-la-Paix, c'est 500 km au nord d'Edmonton. À Lethbridge, 500 km au sud. On ne peut pas être partout, mais avec les gens qui sont sur place, ils peuvent, eux, parce qu'ils connaissent leur endroit, ils peuvent nous aider à identifier les services qui sont déjà offerts. Par exemple, à Saint-Paul ou à Bonnyville. À Bonnyville, on nous a appelé, bon, il y a un nouveau médecin qui vient de commencer sa pratique. Il est bilingue, c'est un petit gars de chez nous. En tout cas, là, on fait connaître ça. Il y a un nouveau dentiste à Saint-Paul, il est bilingue. Alors, tu sais, on fait circuler cette information-là, mais ça nous vient de nos soldats sur le terrain, c'est-à-dire nos alliés de santé. Les professionnels de la santé qui offrent des services en français, comme les dentistes, les médecins de famille, les psychologues. Alors, ces gens-là, les alliés de la santé, connaissent leur endroit, connaissent leur milieu et connaissent les professionnels de la santé. Alors, ils nous fournissent cette information-là. Puis nous, on s'assure d'avoir évidemment le consentement des professionnels de la santé si on veut faire de la promotion de leurs services. On peut aussi faire connaître les services offerts en français et les professionnels là où ces gens-là se trouvent dans la communauté, parce que c'est eux qui vont faire la promotion des services eux-mêmes. Merci Isabelle, ça a été vraiment gentil. Et puis, je vais passer maintenant à Isabelle. Non, c'est à Evelyne, je pense. Bien. Est-ce que, Paul, tu préfères avoir les questions à la fin? Oui, moi, je pense qu'on va aller jusqu'à la fin parce que j'aimerais mieux laisser plus de temps à ceux qui viennent après moi. OK, il n'y a pas de trouble avec ça. Fait que, on va laisser la parole à Evelyne. Evelyne, est-ce que tu veux qu'on nous parle librement de ton expérience personnelle en tant que personne qui a demandé un service en français? Ou est-ce que vous voulez que je vous pose des questions? Non, moi, je pense que je vais faire une présentation globale. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense de la demande des services en français. Avant de commencer, je préfère me présenter parce que je suppose que tous ceux qui sont là ne me connaissent pas. Evelyne Kemajou, originaire du Cameroun, ayant immigré en Alberta depuis 2008. Je suis diplômée en sciences économiques, option gestion d'entreprise, avec un accent qui est mis sur les études financières et bancaires. Et je suis membre de la commission langue et diversité auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et aussi membre observateur du réseau francophone pour l'égalité hommes et femmes auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, une fois de plus. Je siège sur beaucoup de conseils d'administration, exemple Réseau Santé Alberta, et je suis fondatrice d'un organisme qui appuie les nouveaux arrivants ici à Calgary. Parlons de la demande des services en français dans le domaine de la santé. Déjà, de prime abord, je dirais, lorsqu'on rencontre un médecin,
et que l'on parle en sa langue maternelle, déjà, il y a une certaine facilité. Il y a cette confiance vis-à-vis de la personne avec qui on échange. Parce que pour moi, je pense que la communication est fondamentale dans tout ce qu'il y a comme demande d'aide dans le domaine de la santé. Moi qui demande le service aux médecins, le fait qu'ils comprennent qu'il n'y a pas un intermédiaire entre nous déjà, pour moi, c'est plus rassurant. Je sais qu'il comprend ce que je dis exactement. Je sais que je comprends ce qu'il dit. Je peux expliquer dans le moindre détail mes besoins ou alors mes douleurs. Alors, en Alberta, moi, j'ai toujours demandé mes services en français lorsque je vais à l'hôpital. Au départ, c'était un peu difficile parce qu'on me disait non, il n'y a pas de service en français, il n'y a pas telle chose. Je dis non, je ne parle pas anglais. Tout ce que je dis là, les deux mots que je suis en train de prononcer, mais à part ça, je n'ai plus rien. On me dit non, il y a quelqu'un, on va prendre un bénévole pour vous aider dans la traduction, l'interprétation. Oui, c'est bien beau d'avoir le bénévole, mais est-ce que j'ai confiance en cette personne à qui j'expose toute ma vie sur le plan sanitaire? Je ne pense pas. Est-ce que le bénévole qui peut-être travaille pour un organisme communautaire ou alors est mis en place par l'hôpital ou bien le centre qui me reçoit, est-ce que pour moi, ce sont les questions que je me pose, est-ce que ce bénévole dispose de tous les codes relatifs à mieux communiquer sur le plan médical? Moi, c'est un frein qui fait que demander l'intervention d'un bénévole devient un peu difficile. Si pendant, disons, l'interprétation ou la traduction, si le bénévole ne transmet pas l'information comme elle devrait se faire, qui est responsable? Voilà encore une question que je me pose. Et je continuerai simplement en disant, j'ai amené ma mère dans un hôpital de Calgary. Elle parle français, elle ne parle pas anglais. Et alors, on a commencé à poser des questions diagnostiques dès qu'on arrive. Et on me dit, oui, il faut expliquer ceci. Je leur ai dit, je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas médecin. Je ne voudrais pas que demain, vous puissiez dire que j'avais mal interprété quelque chose à ma mère. Non. Ils ont dit non. J'ai dit, je veux un médecin en français. Ils ont dit ceci. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Je pense que je suis dans un hôpital et je peux avoir accès aux services en français. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont... C'était un samedi en plus, tout ce qu'ils ont fait. Et après, nous avons eu un médecin. On a dit qu'il était chez lui, on l'a fait venir et il a parlé à ma mère en français. Et là, déjà, ça a créé une certaine confiance parce que si j'interprétais, est-ce qu'elle devait être à l'aise? Est-ce qu'il y avait des choses qu'elle avait vraiment envie de dire en ma présence aussi, malgré que je sois sa fille? Donc, je regarde toutes ces choses-là. Et depuis ce jour, dans le système ici en Alberta, eux, ils connaissent, même quand ils appellent pour lui dire, tu as un examen de routine, je dis, ah, est-ce qu'elle a besoin d'interprète ce jour? On dit, non, 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 il y aura quelqu'un pour lui parler en français. Donc, depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, elle bénéficie de tous ces services en français. Donc, je n'ai plus besoin de rappeler, tout simplement parce que le premier jour, effectivement, on a mis l'accent là-dessus en disant, ce serait mieux pour elle d'exprimer ce qu'elle ressent en la langue où elle se sent le plus à l'aise. Voilà un peu de façon globale ce que je peux dire sur pourquoi offrir les services de santé en français semble important. Wow, merci Evelyne, parce que c'est vraiment des questions que vous vous posez et les besoins que vous avez exprimés. C'est vraiment... Je suis sans mots. Ça l'a bien résumé pourquoi on devrait demander le service en français, du fait que oui, en effet, quand il y a le bris de confidentialité quand on fait entrer quelqu'un qui n'est pas... qui ne connaît pas la famille, le fait que oui, l'enfant est dans une position par rapport à son parent, peut-être que comme vous avez dit, votre mère ne voulait pas vous dire certaines choses, le fait aussi de à qui revient s'il y a une mauvaise interprétation. Vous avez très bien résumé, selon moi, là,
la plupart des problématiques soulevées par le fait qu'on n'a souvent pas accès aux services en français. Je ne sais pas, Paul, est-ce que tu voudrais renchérir? Juste pour féliciter Evelyne d'avoir été si tenace pour favoriser le service en français pour sa maman, parce qu'on a vécu une situation différente, mais quand même qui s'apparente à Edmonton au niveau des services militaires, parce qu'il y a la base militaire au nord d'Edmonton, où il y a 5000 militaires, dont à peu près 1000 sont francophones, surtout du Québec. Et c'était pas rare qu'une personne qui avait besoin d'un service d'un médecin à une clinique ou n'importe où amenait avec elle la directrice des services culturels et familiales de la base, qui, elle, faisait des traductions simultanées, imaginez-vous, chez le médecin avec la cliente, ou dans ce que cliente ou patiente. Alors, toutes les mêmes questions. D'abord, la personne n'était pas formée dans le domaine de la médecine et ne pouvait pas donc servir d'interprète. Et deuxièmement, il y avait toute la question de la personne et tout ce qu'elle ne voudrait pas que personne d'autre n'entende. Il y a ce bris de confiance. Alors, on a communiqué avec la base militaire pour dire qu'il faut absolument que ça cesse. On n'a pas le droit de faire ça. Et puis, on a essayé de trouver donc une autre façon. Et là, les services militaires ont mis à la disposition de tous les employés, je ne devrais pas dire les employés, c'était toutes les familles des militaires, un service en français par des médecins et des spécialistes ou des professionnels de la santé directement, soit par Zoom ou en personne. Alors, ça a été un succès, mais il faut dire que ça a été beaucoup comme Evelyne l'a fait, beaucoup de ténacité, de détermination, puis d'engagement de la part de bien des gens. Alors, félicitations, Evelyne, pour tout ce que tu as fait pour ta maman, puis tout ce que tu as fait finalement pour la communauté, parce que ce que tu fais pour le succès que tu as connu va refléter sur la communauté tout entière. Et justement, Evelyne, par rapport à tout ce que vous avez fait pour avoir accès à ce service-là, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui voudraient en faire autant que vous de peut-être exiger ou juste le fait de demander puis d'être un peu plus persistant, parce que j'avoue que des fois, on fait juste comme « Ah, ben, OK, je vais prendre le service en anglais. » tu sais. Oui, peut-être ce que je dirais d'abord, c'est il faut que nous apprenions à demander le service en français. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Si nous nous retrouvons dans une salle où il y a 4 francophones et un anglophone, toute la conversation va se dérouler en anglais. Pourquoi? C'est la question que nous devions nous poser. Nous cherchons toujours, nous sommes minoritaires, mais on cherche à s'adapter encore à la majorité. Alors qu'en continuant à parler en français, peut-être cette personne aurait dit « Je sors d'ici aujourd'hui ayant appris 2 petits mots en français et par la suite devenir francophile. » Ce que je dirais déjà aux différents patients qui vont à l'hôpital, parce que c'est comme ça que je les appelle, moi, je pense que c'est demander le service en français. Au départ, peut-être on dira non, il n'y a pas de service, et dire non pour que je puisse exprimer en détail. Parce que c'est pouvoir exprimer en détail ce qu'on ressent quand on va à l'hôpital. Pour que je l'exprime de façon détaillée, il faut que j'ai quelqu'un qui puisse me comprendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est dire, j'ai peut-être des préférences. Parce que oui, vous avez l'anglophone qui peut me recevoir, mais ma préférence, c'est telle chose. Au moins pour ma psychologie. Parce que si je m'en vais déjà vers un médecin qui est anglophone, déjà, il y a un frein au plus profond de moi. Déjà, ce doute-là, ce stress, est-ce que je vais bien m'exprimer? Est-ce qu'il va comprendre ce que je voudrais lui dire?
comme je ne voudrais pas avoir ce stress, je dis, faites un effort, même si ça va prendre un peu plus de temps. Parce que c'est aussi ça, nous sommes souvent impatients. Mais je pense que si on se dit, oui, je veux que ça prenne un peu de temps, mais que je n'ai plus à rencontrer ces difficultés, je préfère que ça prenne ce petit temps et qu'après, je sois servi dans la langue où je me sens le plus à l'aise. C'est un peu ce que je dirais. Et je dirais aussi, même aux médecins qui nous reçoivent, parce que souvent, on va vers des médecins, on dit, je veux un médecin de famille. C'est comme si tous les médecins de famille francophones sont déjà faux. Ils ne veulent plus prendre de nouveaux patients. C'est comme ils préfèrent encore peut-être les patients anglophones que les patients francophones. Je ne sais pas. Parce que quand on va vers eux, ils disent, non, non, je ne prends plus de nouveaux patients, je ne fais pas ceci. Maintenant, quand ils rejettent ces francophones, ils veulent qu'ils aillent où? Parce que je pense aussi que ces médecins devaient nous appuyer. Oui, je ne peux pas vous prendre, mais je peux vous référer. Je pense que je connais un collègue qui, effectivement, peut encore accepter des nouveaux patients, au moins me référer. Ça, c'est rassurant. Ça suppose qu'il a compris quelle était ma difficulté et face à cela, c'est sa façon de m'aider dans ma démarche. Excellent. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce témoignage-là et puis pour ces conseils-là. C'est très inspirant. Maintenant, on va passer à Dr. Quentin Durand-Moreau. Bonjour. La même chose, est-ce que vous voulez que je vous pose des questions ou est-ce que vous préférez, vu que vous avez entendu Paul et Evelyne, est-ce que vous voulez juste comme vous lancer dans la discussion et puis nous faire part de pourquoi pour vous c'est important d'offrir un service en français, pourquoi on devrait le faire davantage, comment on pourrait le faire davantage du côté des professionnels? Et ce que je vous propose, Isabelle, si vous le voulez bien, c'est que pour aussi bénéficier de la dynamique là, qui s'installe avec le panel, j'ai pris des petites notes et puis j'ai regardé 2-3 trucs pendant que Mme Kemadjou parlait, parce que j'ai essayé de raccrocher les wagons et puis d'essayer de connecter le témoignage dont elle nous a fait part avec d'autres éléments, moi, qui me venaient. Donc, si vous voulez, je peux faire une première partie où je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment. Et puis après, on peut prendre des questions si ça rentre dans le timing. Oh oui, on a amplement le temps. Alors oui, allez-y, parce que je pense que oui, on a eu plein de choses qui se sont dites que vous allez pouvoir facilement vous insérer là-dedans. Alors, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier à nouveau de l'invitation. Ça me fait plaisir de m'exprimer dans ma langue natale, ce qui n'est pas si fréquent que ça professionnellement en ce qui me concerne. Et puis aussi, je trouve que les présentations qu'on a eues, à la fois des activités du réseau et puis de cette distinction-là entre offre active et demande active, qui est une perspective patient, qui est quelque chose que ça m'a fait du bien d'entendre ça aussi de mon point de vue de médecin, de comprendre aussi de manière assez structurée, comme vous l'avez fait, Paul, dans votre présentation, les difficultés. Je suis toujours très intéressé d'entendre cette perspective-là. Et puis, bien évidemment, le témoignage de Mme Kemadjou vis-à-vis notamment des difficultés à obtenir du service dans la langue maternelle de votre mère, j'ai trouvé que c'était important. Alors, je me suis noté, donc oui, alors avant d'aller plus loin, moi je suis médecin du travail, je suis français, comme vous pouvez l'entendre. Je suis en Alberta depuis avril 2019, donc j'ai connu l'Alberta plus pendant la pandémie que sans la pandémie, ce qui donne aussi une vision de la vie en général, mais aussi des services de soins complètement déformés, parce qu'on s'est mis à la téléconsultation très vite. On a eu beaucoup de bouleversements dans les filières de soins, des difficultés à avoir des examens complémentaires qui ne posaient pas problème avant. Il y a aussi toute la problématique des examens, des chirurgies qui ont été annulées, dont on a quand même parlé récemment. Donc, j'ai connu plutôt un système de soins albertain plutôt bouleversé par la pandémie que roulant dans un fonctionnement habituel.
Donc, je pratique à l'Université de l'Alberta. Je suis professeur adjoint de médecine du travail. Donc, la médecine du travail, c'est la discipline qui s'intéresse au lien entre la santé et l'activité professionnelle, actuelle ou passée, du patient. Et concrètement, nous, on peut venir en support aux patients quand il s'agit de problèmes vis-à-vis de la reconnaissance de maladies professionnelles, vis-à-vis du Bureau de compensation des accidents de travail, ce qu'on appelle le WCB en Alberta. Pour ceux qui viennent de Québec, c'est l'équivalent de la CNESST, par exemple, WSIB en Ontario, WorkSafe BC en Colombie-Britannique. Je précise ces noms-là parce que comme je sais aussi que quelque chose qui est assez spécifique au Canada, c'est la mobilité des patients qui naviguent d'une province à l'autre, qui vont faire 10 ans ici, 3 ans là, travailler dans les mines de diamants, puis ensuite dans les mines de potasse, puis après aller en Colombie-Britannique, revenir, etc. Ça peut être important de préciser ces différents acronymes. Et donc, j'ai une activité d'universitaire, donc de la recherche, de l'enseignement, de l'administration, et puis aussi une activité clinique. Donc, je reçois des patients 2 fois par semaine, les après-midi, à la clinique Kay à Edmonton, donc dans ma discipline de la médecine du travail. Les patients, je les vois par une lettre qui leur est faite par leur médecin traitant, leur médecin de famille. Je ne reçois pas de patients en accès direct, ils sont nécessairement vus préalablement par un autre médecin, en général le médecin de famille, qui va nous envoyer une synthèse des investigations, des documents qui sont faits, parce qu'on intervient dans des situations en général très complexes et assez rarement en première ligne, parce que en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail, c'est tellement fréquent que les médecins de famille sont quand même habilités à gérer l'essentiel des situations. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi que ce soit fait en première ligne pour que nous restent les situations les plus délicates, les plus complexes, où il y a vraiment besoin d'une expertise à notre niveau. Alors, je voulais, oui, donc rebondir sur un certain nombre de points qui avaient été évoqués. La première chose, c'est, vous l'aviez pointé, Madame Kemadjou, c'est la difficulté à s'exprimer dans sa langue, et puis tout le fait que quand on est dans sa langue maternelle, on a une confiance dans son expression et puis dans sa compréhension, ce qui ramène au concept dont on entend un peu parler d'insécurité linguistique. C'est-à-dire que quand on arrive, et puis moi-même en arrivant dans une province majoritairement anglophone, venant d'un pays totalement francophone où il n'y a pas autant de richesse linguistique, on se sent, même si on a passé les examens, les certifications en anglais qui donnent la licence pour pratiquer la médecine, néanmoins il reste ce sentiment un peu subjectif là, de manque de confiance dans la compréhension que l'on a de la langue. Et alors, j'ose imaginer que ce sentiment-là, il est exacerbé quand on est à un moment d'anxiété, de stress, quand il nous arrive un problème de santé et qu'on doit aller à l'urgence brutalement. Ce n'est pas le temps où on est super confiant de ses capacités linguistiques. Là, on est en train de gérer la douleur, on est en train de gérer son stress, on est en train de gérer un problème de santé. Ce n'est pas le temps là, d'être sûr de son anglais, de la qualité de son anglais. Donc, c'est vrai que cette question de la confiance dans ce que l'on comprend et de ce que l'on dit, elle est importante, surtout quand ça vient de notre propre santé, parce qu'on est déjà mis en difficulté. Si en plus on doit gérer une insécurité linguistique, ça fait 2 difficultés qui se cumulent. Donc, c'est vrai que ça rajoute à la complexité. La deuxième chose que je voulais dire, et c'est spécifique au français, c'est que le français, on ne va pas se le cacher, c'est une langue qui est très riche. Il y a une richesse du vocabulaire, il y a une richesse des mots qu'on peut utiliser qui n'a pas de commune mesure avec l'anglais. Tant et si bien, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les projets de recherche fédéraux, lorsqu'on se demande de l'argent pour faire de la recherche, parce qu'on a besoin de quémander de l'argent en remplissant des demandes de subventions, je pense que chacun dans son domaine, on est confronté à ça, mais quand on a des appels à projets qui sont fédéraux, notamment avec une structure qu'on appelle le CIHR ici, eh bien, on prévoit plus d'espace pour les demandes rédigées en français, puisque bien évidemment, quand c'est fédéral, ils sont obligés d'accepter des demandes rédigées en français. Eh bien, on prévoit en général un 25% d'espace pour rédiger la demande en plus quand c'est écrit en français par rapport à l'anglais. Parce que des choses qui sont dites très vite en anglais peuvent prendre beaucoup plus de mots, beaucoup plus de complexité en français. Quand on en vient à discuter, par exemple, c'est un exemple que j'avais en tête, mais que vous avez mentionné aussi, la description de la douleur. Quand on est un patient et qu'on a mal,
eh ben, les mots qu'on va utiliser pour décrire la douleur, qui est une expérience subjective qu'on ne peut pas évaluer avec une prise de sang, qu'on ne peut pas voir à la radiographie, au scanner ou à l'IRM ou que sais-je, c'est obligé qu'on se repose sur le descriptif qui nous est fait par le patient. Et donc là, d'être bien sûr que les mots qu'on choisit pour décrire sa douleur au médecin sont les bons, ben ça va aider considérablement. Et nous autres médecins, on ne part pas dans les mêmes directions selon que le patient nous décrit sa douleur avec tel ou tel mot. Par exemple, s'il y a des fourmis dans les mains ou si la douleur est en coup de poignard, on ne va pas du tout partir sur le même genre de diagnostic. Donc, les mots et la précision que l'on a, c'est important. Et ça a un impact, non pas juste pour faciliter la communication ou quoi que ce soit, à la limite, je dirais même c'est secondaire quand on est à l'urgence, la qualité de la communication, si on s'entend bien avec le médecin. Non, ce qui va être vraiment problématique, c'est que ça peut avoir un impact en termes de diagnostic, en termes de prise en charge, même en termes d'erreur médicale. Donc, il faut être sûr qu'on comprenne bien ce que nous dit le patient. Alors, vous avez souligné la question de l'interprétation. Ça, c'est le troisième point. J'en ai que 5, hein, ça ne va pas durer 3 heures, je vous rassure. J'essaie d'être, j'allais dire, de respecter le temps. Les difficultés liées à l'interprétation. Alors, moi qui travaille dans le cadre de Services de santé Alberta, ou Alberta Health Services en anglais, on sait qu'il est de bonne pratique d'offrir la traduction. Donc ça, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un dont on sait ou dont on identifie qui a des difficultés pour parler en anglais ou qui préfère avoir un service donné dans sa langue natale ou dans une autre langue que l'anglais, eh bien, il est une pratique recommandée dans HS d'avoir recours au service de traduction. Alors, vous avez noté, Monsieur Denis, le numéro 800. Je ne sais pas si c'est le numéro de 800 parce qu'ils sont enregistrés sur tous les téléphones à HS. Il faut qu'on appuie sur le bouton traduction et ça doit faire peut-être le 800 probablement, mais moi, sur mon téléphone, ça met traduction. Donc, on a ça sur tous les téléphones des box de consultation à notre clinique. Donc, c'est très facile à mettre en place. C'est un service qui s'active et qui propose effectivement de la traduction séquentielle de la consultation. Mais c'est vrai que ça ne va pas sans d'autres problèmes. Vous avez souligné la question de la confiance. C'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui se crée dans l'intimité de la relation entre un médecin et un patient. En plus, on discute de choses qui… Ce ne sont pas des choses qu'on évoque dans la rue, publiquement, quand on parle de choses intimes, quand on parle de sa douleur, quand on parle de son moral. Quand surtout on essaie de faire bonne figure justement pour ne pas être trop embêté ou pas trop embêter les autres, c'est le temps là avec le médecin, on va parler de choses qui nous touchent, qui sont parfois qui amènent à être un peu émotifs, etc. Donc, c'est bien qu'on soit certain qu'il y a un respect, qu'il y a une confidentialité qui est maintenue. Et c'est vrai que d'avoir le téléphone allumé, c'est qui y a au bout du fil. Alors, les services qui sont proposés par Services de santé Alberta, c'est des interprètes qualifiés, ils sont soumis à des réglementations en matière de confidentialité. Ça, c'est l'obligation qui est faite. Mais c'est vrai qu'entre l'obligation qui est sur le papier et puis le sentiment de confiance qui se dégage, ce n'est pas le même là, d'avoir la personne en face, on voit à quoi elle ressemble, on voit aussi ça. La communication non verbale, on sent qu'on est compris par les mimiques, le faciès, tout ce qui va se passer sur le visage de l'un et l'autre. On sent qu'il y a des choses qui se passent, qui ne vont pas se passer avec le téléphone. Et ça, on l'a expérimenté aussi au moment où on faisait de la téléconsultation, quand on discute avec les patients par téléphone, parce qu'il a fallu prendre ces dispositions-là à cause de la COVID. C'est vrai que la qualité de la communication n'est pas tout à fait la même quand on se coupe de ces indices non-verbaux et en termes de confiance, ça a un impact. Alors, vous avez mentionné la question des bénévoles et puis de la famille aussi. Quel rôle ils peuvent jouer dans l'interprétation? Ça me refait penser que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu le cas de figure avec une personne qui parlait le mandarin comme première langue et qui ne parlait pas l'anglais, qui est venue avec son fils. Mais moi, je leur ai dit clairement, je prends en compte 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a la question de la confiance et puis la question aussi des bonnes pratiques. Cette dame qui vient avec son fils, elle a confiance en son fils. C'est quelqu'un qu'elle connaît, etc. Donc, la question de la confiance, elle y est. Quand bien même, ce n'est pas parce qu'on a une relation mère-fils, qu'on va tout dire. Il y a des choses, il y a le jardin secret et tout n'est pas public. Et le problème, c'est que quand il y a un tiers de la famille en consultation, il y a tout un pan de l'information médicale qui va être censuré. Surtout quand on vient à la santé mentale. On sait, qui est pas mal pratiqué en santé mentale et travail, notamment en France,
C'était une règle que j'imposais à tout le monde, c'est je prends une seule personne, c'est le patient dans la consultation, pas de famille, rien que le patient pour cette raison-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire ici, en tout cas plus difficilement, mais c'est vrai que c'était une règle à laquelle je me tenais parce que c'est toujours biaisé, surtout quand on touche à la santé mentale, quand il y a le mari. Par exemple, va-t-on évoquer les questions de violence domestique? Si la personne vient pour un problème de santé mentale au travail et que là-dessus se rajoute une problématique santé mentale et violence domestique, est-ce qu'on va l'évoquer avec le mari juste à côté? Ce n'est pas possible, ça. Donc, il y a des choses de ce type-là et il faut qu'on ouvre la porte pour la patiente ou le patient à discuter de cette affaire-là. C'est aussi au médecin de créer le cadre qui va permettre aux gens de s'exprimer. Si le cadre, il comprend quelqu'un avec lequel on sait que la communication va être altérée, le cadre, il n'est pas bon, quoi. Donc, c'est pour ça que la famille, quand elle intervient dans la traduction, ce n'est pas forcément bon. Ensuite, interprète, c'est un métier. Hein, donc, ce n'est pas parce que moi, je parle et l'anglais et le français que je suis traducteur agréé ou interprète. Il faut de la formation, il faut passer des diplômes pour ça. Et on peut se débrouiller, mais ce n'est pas les bonnes pratiques. Une bonne pratique, c'est vraiment d'avoir recours à un traducteur agréé. Vous avez souligné la question de la responsabilité. Alors là, je regardais si on avait un standard de pratique du Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta par rapport à ça. Ce qu'il est dit, c'est qu'on ne peut pas discriminer sur la nature de la langue. Donc, l'exemple que vous avez pris là, c'est-à-dire des patients qui seraient refusés parce qu'ils sont francophones, ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est interdit. On ne peut pas refuser un patient spécifiquement parce qu'il demande du service en français. C'est impossible. C'est quelque chose qui est interdit par le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en Alberta, il y a des difficultés chroniques là, et puis qui s'aggravent d'accès aux soins en général. On sait qu'il y a des régions dans lesquelles il y a plein de médecins qui ont fermé leurs pratiques et c'est très compliqué pour eux de prendre des nouveaux patients et cette difficulté s'accroît, notamment vis-à-vis du climat, du gouvernement, vis-à-vis des médecins et des problématiques qui ont été rapportées vis-à-vis de l'association médicale albertaine. Il y a un climat qui peut-être va s'arranger, je l'espère, mais qui n'a pas été propice au maintien des médecins. Sur le territoire albertain, il y a pas mal de médecins qui ont quitté la province. Et puis aussi, il n'y a pas beaucoup de médecins au Canada. Il y a moins de 100 000 médecins pour une population de plus de 40 millions. Ce n'est pas beaucoup. En France, c'est 200 000 médecins pour une population de 67 millions. Comparativement, le ratio, il est bien meilleur en France qu'au Canada. Donc, les provinces peuvent jouer au plus haut franc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des agences de communication, on est démarché, il y a des publicités. Ce n'est pas très, très difficile de démarcher un médecin d'une province à une autre. On lui fait des facilités, on promet des bons salaires. Et donc, c'est pour ça qu'après, les patients, eux, se retrouvent dans la difficulté à avoir ça. Mais en tout cas, il est clair que la discrimination ne peut pas être opérée sur la base du langage. C'est interdit par les standards de pratique du CPSA et du collège. Pour ce qui est de la responsabilité, il me semble quand même qu'il est assez clair que c'est de la responsabilité du médecin de s'assurer que la traduction elle a lieu dans les bonnes pratiques. Donc, si je reprends la situation que vous aviez évoquée, il y a un bénévole qui vient, on ne sait pas qui c'est, il n'est pas assermenté, il n'est pas accrédité, on n'a pas de garantie de la confidentialité. C'est quand même au médecin ou à la structure de soins de s'assurer qu'on a proposé aux patients au moins un service correct aux patients. Moi, l'attitude que j'ai, c'est que quand les gens viennent avec leurs proches, en se disant « c'est mon proche qui va faire la traduction », je leur dis, vous avez votre proche, c'est bien, par contre, ce n'est pas un traducteur agréé, donc je vous laisse le choix, c'est la meilleure pratique, c'est d'avoir recours au système de la traduction, et donc moi, je peux appeler sans frais pour vous un traducteur, ça ne va pas vous coûter quoi que ce soit, et puis moi, c'est la garantie que on va bien se comprendre, ou si vous préférez par question de confiance que ce soit votre proche, je vous laisse le choix, je crée ce choix-là pour le patient, notamment en référence à cette question de la confiance que vous avez soulignée et qui est vraiment très importante. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que c'est suboptimal. C'est-à-dire que le mieux, c'est de pouvoir parler la langue que parle le patient. Le traducteur, c'est malgré tout un pis-aller. Donc, c'est vrai que c'est bien si on a une diversité de médecins qui peuvent parler une diversité de langues pour qu'on puisse trouver des connexions qui se font avec des professionnels de santé de sa langue maternelle ou d'une langue qu'on l'on préfère parler, parce que je vous assure que la fluidité,
Et puis, c'est fatigant pour tout le monde, la traduction. Je vous assure que quand vous sortez d'une heure de consultation qui s'éternise à 1 heure et demie, parce qu'il faut organiser des tours de parole. On peut pas, ça ne peut pas être le bazar comme c'est. Des fois, on se coupe la parole, on rebondit, on réagit, on a une idée, le patient se dit, ça m'évoque quelque chose, on se coupe. Cette dynamique-là, elle est précieuse pour la consultation. C'est complètement stérilisé par l'interprète. Il faut organiser des tours de parole. Je parle, le traducteur entend, il traduit, le patient, puis le traducteur, etc. Et on ne peut pas déroger à ça parce que sinon, c'est le bazar. Très vite, ce que je remarque, c'est qu'au bout d'un moment, les gens croient que c'est le traducteur qui est le médecin. Et donc, si on n'y veille pas, les tours de parole peuvent s'enchaîner entre le traducteur et le patient en se disant, mais le traducteur va répondre à ma demande médicale. Alors, il faut interrompre le truc en se disant, peut-être c'est à mon tour de parler en tant que médecin, puis de réarranger les tours de parole. Ça devient très compliqué. Alors, il suffit qu'en plus, la personne soit venue avec un proche et que pendant qu'ils font la traduction en anglais, langue à laquelle ils ne comprennent pas forcément, ils parlent en même temps. Ça parasite complètement le truc. On est obligé vraiment on est beaucoup plus carré dans l'organisation. C'est beaucoup moins fluide, c'est beaucoup moins vivant de cette difficulté-là. Et puis, la dernière chose, je vois que notre collègue de Jasper va devoir quitter. Je suis désolé, j'ai été un peu long. Il y a aussi le fait que, comme je vous disais, les gens ils viennent de plusieurs provinces et je repense à un patient francophone, français première langue, que j'ai vu il y a quelques semaines de ça, qui avait un dossier extrêmement compliqué. J'ai dû le revoir une deuxième fois parce qu'il m'a fallu en fait que je revoie tout le paquet de documentation qu'il se trimballe pour comprendre en fait quelle était la problématique que le médecin qui me l'adressait n'a pas été capable de m'expliquer clairement. Et en fait, le fait est que comme c'était un patient qui avait eu un morceau de sa vie au Québec et que c'était une situation professionnelle très compliquée sur laquelle on me demandait de faire une enquête d'imputabilité, c'est-à-dire dire si les produits chimiques auxquels il avait été exposé étaient responsables de son état de santé actuel, avec quelque chose qui était allé dans des procédures d'appel, de contestation juridique, etc. Et le truc, c'est que là-dedans, il y avait la moitié des documents en français, la moitié des documents en anglais. Comment voulez-vous qu'un professionnel de santé puisse comprendre l'intégralité de la demande si vous avez des comptes rendus de l'hôpital Sainte-Justine des années, etc., qui sont écrits en français? Comment le médecin peut comprendre ça? Alors, il faudrait faire traduire tous les... C'est beaucoup trop compliqué pour les patients d'arriver à ce niveau-là. Donc, je vous assure que c'était le seul cas où j'ai été comme ça, où il a fallu que je revoie des dizaines et des dizaines de pages avec des comptes rendus des années 80 ou 70, manuscrits écrits en français, des demandes d'avocats écrits en anglais. C'est vrai que le fait que les gens soient mobiles d'une province à l'autre peut amener à ce genre de dossier-là, et c'est de la difficulté pour les patients. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps. Et puis, j'étais un des premiers professionnels de santé qui rencontrait, qui était capable de parler le français depuis plusieurs années. C'est vrai que je sentis qu'il y avait une forme de soulagement de se dire enfin mon truc incompréhensible que personne ne comprend, que je me tremble un peu. Et c'était vraiment une situation compliquée. Ce n'était pas juste une personne qui avait du mal à s'exprimer. C'était vraiment quelque chose de technique et compliqué. Il fallait du temps pour le comprendre. Et là, après, il s'est senti vraiment... voilà, je n'ai pas pu l'aider comme il l'aurait voulu en termes de revue. Mon expertise n'a pas donné les conclusions que le patient aurait souhaité, mais au moins j'ai vraiment la certitude qu'il s'est passé quelque chose, cette personne a été entendue, comprise, et qu'on s'est vraiment aligné, que j'ai pu répondre à sa problématique. Je m'arrête là parce que j'ai vraiment été très long, puis il y a peut-être des questions, puis peut-être il faut partir. Donc, non, techniquement, comme j'ai marqué, c'était marqué qu'on finissait à 1h30. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'était très intéressant. Puis juste pour ça, je n'ai rien dit. On est dans le temps, on est dans le temps. Alors, je ne sais pas, Paul, as-tu des choses que tu veux commencer? Je pourrais commencer avec une question parce que, Dr. Quentin, ce que vous avez mentionné, évidemment, il y a plein de choses intéressantes et importantes là-dedans. Dans votre dernier cas, vous devriez être payé double parce que j'ai l'impression que vous avez fait pas mal plus de travail qu'à l'ordinaire. Dans votre environnement avec Apple Health Services et les autres professionnels, ressentez-vous une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis, pas seulement que la langue française, j'imagine, parce qu'il y a plusieurs langues dans votre domaine là. Comment est-ce que les gens réagissent
Parce que je pose la question parce que nous, on travaille évidemment avec plein d'anglophones dans le système, puis ça me chicote toujours de savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment à l'intérieur. Est-ce qu'ils font des belles façons, puis en arrière, ben, ils disent, ah, si on pouvait se débarrasser de ces canaux. Hein? Comment ça se passe chez vous? Ben, je sais pas, oui, je comprends votre question. Je ne sais pas comment. Moi, je ne suis pas anglophone natif, donc je ne peux pas vous répondre en me disant qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est anglophone natif. Néanmoins, par rapport à la France où j'ai pratiqué, je vais vous dire, il n'y a pas toute cette problématique linguistique en France. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vécu en France. En France, tout le monde parle français. Clairement, quasiment tout le monde. Il y a pas, moi, j'ai été surpris en découvrant ici. Moi, j'ai expérimenté mon choc culturel en arrivant ici en 2019. J'ai été surpris de savoir qu'il y avait des gens qui habitaient à Edmonton depuis 20 ans et qui parlent que le Punjabi, par exemple. Ça, c'est quelque chose, ça me paraissait incroyable. C'est lié au fait aussi qu'on respecte la tradition des gens et qu'on respecte la culture plus qu'en France où de plus en plus, et sur une pente extrêmement inquiétante et glissante, on parle d'assimilation, c'est beaucoup de ça en France. Et donc, on a une tolérance vis-à-vis des gens qui ne parlent pas le français en France qui est très limitée, je pense, par rapport au Canada où il y a beaucoup plus de multiculturalisme, il y a beaucoup plus de tolérance. Donc, je pense que non seulement vis-à-vis du français, mais vis-à-vis de toutes les langues, je pense que les gens sont plus ouverts, donc les professionnels de santé aussi, sont plus ouverts au fait que les gens peuvent ne pas être capables de s'exprimer convenablement en anglais et que ça fait partie des bonnes pratiques professionnelles d'offrir du service dans la langue la plus adaptée aux patients. Je pense que professionnellement, c'est plus ancré dans la tête des professionnels de santé ici qu'en France, si je peux faire une comparaison sur ce sujet-là. En ce qui concerne l'offre de service, nous, dans notre clinique, on a essayé d'être proactifs. On n'est que 2 médecins du travail à l'accueil clinique. Et c'est assez simple, c'est que quand on a l'information que le patient est francophone, c'est moi qui les vois. Comme ça, c'est réglé et comme ça simplifie. Mais on a un processus. Et puis, on avait aussi fait traduire la fiche d'information de notre clinique en français. Je crois qu'on l'avait communiqué il y a quelques mois de ça au réseau de santé albertain pour qu'elle soit diffusée sur votre site pour qu'on comprenne un peu le type de service. Ça, c'est les actions qu'on a mises et ça a été tout à fait encouragé par le dealership HS par rapport à ça. Merci. J'aurais une question semblable pour Evelyne parce que peut-être la question, Evelyne, ça serait comment est-ce que les gens ont reçu ton exigence, la demande est à persister, d'avoir un service en français pour ta mère. Est-ce que tu as senti que c'était moins bien reçu? Comment est-ce que ça a été reçu? Est-ce qu'ils ont fait des efforts ou ils auraient voulu que tu disparaisses? Non, je ne dirais pas qu'ils auraient voulu que je disparaisse, non. Je pense qu'à un moment, les gens sont ouverts, les gens sont prêts. Mais le problème, c'est à l'instant T, peut-être qu'ils n'ont pas une proposition concrète à nous faire. Parce que oui, tout le monde dit oui, mais c'est parce que c'est samedi, le médecin n'est pas là, c'est ceci. Ils cherchent à t'accommoder, à te convaincre, effectivement, en attendant peut-être que le médecin soit là un jour ouvrable, que tu puisses recevoir le service en anglais, parce que oui, les gens sont disponibles à t'aider tout de suite. Donc, je pense que c'est ça. Ils ne te rejettent pas, ils comprennent. Mais ils se disent, ça va prendre un peu plus de temps, ça va faire ceci. Mais plus on insiste, pendant ce temps, je me dis, ils sont en train de passer des coups de fil, ils sont en train de mettre en marche leur machine pour trouver quelqu'un. Bon, c'est ce que je me dis. Parce que si après, la personne est là, je suppose que c'est ce qui se faisait. D'accord. C'est juste avoir le courage de demander, parce que nous ne voulons pas demander. Même quand nous allons, laissons même le service de santé, on va même dans un bâtiment fédéral. On sait que dans le bâtiment fédéral, nous devions être servis dans l'une ou l'autre langue officielle du Canada. Mais les gens viennent dès qu'ils... Alors que c'est bien écrit, peut-être je parle français. Il y a un petit mot là qui dit français, anglais. Moi, je commence toujours en français. Peut-être il va dire non, je ne parle pas, mais il y a des gens qui disent, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, mais je vais essayer. C'est bien, vous communiquez, ça suppose. C'est comme aussi quand si je ne parle pas bien l'anglais, l'autre me dira, je lui dis je ne parle pas, il va parler posément pour me permettre de comprendre. Et c'est vice-versa dans les deux langues. C'est vrai, parce que l'exemple que je donne tout le temps, moi, c'est dans le temps qu'on voyageait par avion, beaucoup moins.
Quand tu arrives à la sécurité, il y a quelqu'un qui te reçoit en disant « Bonjour ». Alors, tu sais mauditement bien qu'il ne parle pas français, mais il est obligé par la loi de dire « Bonjour, good morning ». Alors, si tu dis « Bonjour, comment ça va », là, ils vont vous offrir un service en français en le disant en anglais. Mais si vous prenez ce service-là, vous risquez de manquer votre avion parce que pendant le temps qu'on trouve quelqu'un qui va venir vous servir, les chances sont bonnes que tu as passé une demi-heure de trop. C'est ça, c'est la vie. Il y a peut-être des gens dans la foule qui ont des questions. Mais j'avais une question. Je voulais revenir un peu sur la présentation de Denis tantôt. Au slide 9 de la présentation, qui parlait de comment développer, je crois, les services en français. Je ne sais pas si on peut un peu regarder ce slide, parce que je ne comprenais pas à qui était destiné le slide. Est-ce aux patients? Est-ce aux professionnels? Est-ce aux politiciens? Donc, j'avais beaucoup de questions par rapport à ce slide. OK. Attendez une seconde. Je vais repartager en espérant ne pas avoir les problèmes de tantôt. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui. Oui. C'est celle-là, Evelyne? Voilà. Ah, OK. Oui, parce qu'on dit comment demander des services santé en français. Bon, moi, quand je regarde le titre, ça suppose que ça s'adresse aux patients qui vont vers les professionnels de santé. Moi, c'est comme ça que je comprends. Mais lorsque je regarde le contenu, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je me dis, à qui est destiné ce slide? Voilà, parce que là, je parle de la demande. Parce qu'il faut évidemment faire comprendre aux gens qu'on demande le service en français pour obtenir éventuellement l'offre. Alors, dans le premier cas, indiquez votre préférence. Ça, c'est, je pense, le patient ou le client arrive et indique sa préférence à être servi en français. Ensuite, s'il n'y a pas de service en français, on peut demander un service d'interprétation. Puis la raison pourquoi je mets ça là, c'est que si on ne le demande pas, des fois, il y a des chances que ça ne sera pas offert. Le service d'interprétation ne sera pas offert parce qu'on va dire, comme vous avez dans le cas de votre mère, peut-être si vous revenez demain, ou il va y avoir quelqu'un ou on va trouver d'autres façons pour essayer de répondre aux besoins du client sans faire appel à ce numéro-là. Et la raison pourquoi je l'ai mis là, j'ai eu à communiquer avec un médecin qui un jour me disait qu'elle utilisait assez régulièrement le numéro 800 pour aller chercher le service d'un interprète médical. Et elle s'est fait dire qu'elle l'utilisait trop souvent, ça coûtait trop cher au service. Alors, il y a peut-être des cliniques ou des centres quelque part dans la province qui, sans avoir donné la consigne de ne pas utiliser le 800, peut-être de dire aux médecins, trouvez d'autres façons si possible, parce qu'ils ont des limites budgétaires. Ça fait que le patient a le droit de dire, vous ne pouvez pas me servir avec quelqu'un en présentiel, peut-être que vous pouvez me trouver quelqu'un au numéro 800 qui est offert par la province. Encouragez et reconnaissez les organismes professionnels de la santé qui font des efforts de s'exprimer en français. Et là, si je dis le patient ou le client devrait faire ça, c'est pour encourager l'offre active. Si on donne des compliments, ça aide aux gens à donner des meilleurs services. C'est d'être gentil, si on veut, envers les services professionnels et les organismes, les gestionnaires de la santé, pour les encourager davantage à offrir des services. Et aussi, la même chose au 4e, manifester votre appui aux initiatives des gestionnaires. Alors, s'il y a un nouveau service qui est offert ou s'il y a une traduction d'un service, comme vous avez parlé, Dr. Quintal, vous avez mené un service et vous avez réussi à faire traduire des documents pour faire connaître le service. C'est ça aussi qui mène aux gestionnaires à faire de plus en plus de services. J'espère que ça répond un peu à ta question, Hélène. C'est nous qui font la demande pour être certains d'avoir des services. OK. Ça m'amène à poser une autre question, si je peux. Ma prochaine question, c'est en tant que communauté francophone, je laisse Réseau Santé, hein. Moi je parle maintenant de nous, la communauté francophone, comment nous sensibilisons les gens
à demander des services en français? Parce que je prends l'exemple dans ce slide 9 où on dit on peut demander d'utiliser les services du 800. Est-ce que moi, immigrant, je connais même que ce 800 existe? Je ne connais pas. Comment est-ce qu'on m'amène à connaître que je peux utiliser, ou peut-être, oui, je suis devant le médecin, si comment dit, je ne comprends pas, je peux lui dire non, le 800, vous pouvez l'utiliser pour m'aider dans, effectivement, la communication avec vous. C'est une bonne question, puis c'est une des raisons pourquoi nous avons travaillé, par exemple, avec les ACFA régionales à travers la province, il y en a 13. Puis on leur a dit, avez-vous un volet santé dans votre programmation et dans votre planification? Parce qu'on ne parle pas assez de santé. On ne parle pas à notre communauté pour dire, voici vos droits dans le domaine de la santé. Voici à quoi vous devriez vous attendre en termes de services de santé en français. On a travaillé très fort depuis les années 70 à obtenir des écoles francophones et des conseils scolaires francophones. On est même allé jusqu'à la Cour suprême du Canada pour obtenir l'accès à des conseils scolaires francophones. Et toute la communauté francophone de l'Alberta et des autres provinces s'était engagée à obtenir ces écoles-là, à atteindre ces objectifs-là. On n'a jamais vécu ça dans le domaine de la santé. Et peut-être parce que la santé, c'est quelque chose de plus personnel. L'éducation, vu que ça touche tous nos enfants, les parents s'étaient engagés à obtenir des meilleurs services dans le domaine de l'éducation pour leurs enfants. Dans le domaine de la santé, on dirait que c'est chacun pour soi. On n'a pas l'appui de la communauté automatiquement. Il faut aller la chercher, il faut aller la travailler. Et c'est pour ça qu'on a favorisé l'accès à la communauté à travers les régionales de la CFA pour créer des volets santé à l'intérieur de chacune des régionales, pour justement aller trouver les services qui sont déjà là ou qui pourraient être là, aller les chercher au niveau d'Alberta Health Services et en informer la population. J'ai parlé à la CFA provinciale il n'y a pas tellement longtemps, et ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle. Peut-être qu'on pourrait faire un congrès provincial lors d'une AGA de la CFA provinciale, parce qu'elle fait des congrès à chaque année. Et là, on parle même de faire un autre congrès ou des états généraux autour de l'éducation. Encore l'éducation qui revient, et surtout l'éducation postsecondaire, mais aussi la question de l'équité à l'intérieur des écoles que nous avons comparées aux écoles anglophones. Alors, ça revient à l'éducation. Moi, je dis, bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un congrès au niveau des services de santé en français pour notre population? Et c'est là où on dirait que ça bloque. On dirait qu'il n'y a pas cet engagement de la part du leadership francophone en Alberta et dans d'autres provinces, même dans les provinces où il y a des lois, comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et puis, je reviens à cette idée, c'est peut-être parce que la santé, c'est tellement quelque chose de personnel qu'on ne trouve pas encore le lien avec toute la communauté. C'est pas facile de mettre à l'ordre du jour la question de la santé au niveau des communautés francophones et au niveau des associations et des organismes. On dirait que chacun est occupé de son bord. Même au niveau des nouveaux arrivants, les immigrants, etc., il y a plein de priorités. Alors, l'établissement, l'éducation, le travail, l'apprentissage de la langue commune. Alors, la santé, on dirait, c'est bon, ben, si c'est nécessaire, bon, on va vous envoyer voir un médecin, mais d'essayer de travailler ensemble en tant que communauté pour faire avancer les droits et les connaissances dans le domaine de la santé, on ne la trouve pas dans la communauté. Alors, ta réponse, Evelyne, c'est qu'on y travaille comme on peut, mais on dirait que c'est un long chemin encore avant qu'on puisse y arriver. Si je peux me permettre, pour enchaîner, excusez-moi, mais je repense à deux choses. Premièrement, c'est vrai que je reviens à la discussion sur la diapositive et puis comment sensibiliser, etc. Oui, il y a les efforts du réseau et puis il y a aussi de diffuser l'information auprès de la communauté qui a des ressources, et ce numéro-là, c'est important. Mais encore une fois, c'est une responsabilité du service de s'organiser pour que le service soit proposé. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y a de la sensibilisation de la part du réseau à faire aussi, c'est déjà fait, hein, certainement dans une certaine mesure, mais qu'il faut encourager.
vis-à-vis des professionnels de santé et de services de santé Alberta, parce que c'est vraiment aussi une responsabilité, en tout cas du médecin, mais je pense tout professionnel de santé, de s'assurer que la langue offerte, elle est adaptée pour le patient qu'on voit. Et on s'imagine bien que des patients qui viennent, par exemple, des nouveaux réfugiés, des gens qui immigrent dans des situations pas faciles, ils n'ont pas que ça à faire d'aller consulter les feuillets de ressources. Je veux dire, ils ont d'autres priorités que d'être au courant de toutes les choses. Donc, la responsabilité, elle ne peut pas être que sur les nouveaux arrivants. On peut diffuser de l'information, mais ça ne touchera pas forcément tout le monde. Par contre, là où c'est une responsabilité, c'est vraiment aussi un devoir professionnel du professionnel de santé de s'assurer que le service est offert de manière compréhensible pour le patient. La deuxième chose, c'est sur la distinction entre la santé et l'éducation. Je ne suis pas un expert sur l'éducation, mais quelque chose qui me vient quand je vous écoute parler, Monsieur Denis, c'est qu'il y a aussi le fait que je pense qu'on connaît tous plein de gens qui nous disent « Ah, j'ai appris le français jusqu'à la 12e année, mais je suis plus capable de dire que bonjour, au revoir. » Et je pense que beaucoup de gens dans la province des anglophones sont très contents que leurs enfants aillent dans des écoles d'immersion, sont très contents qu'il y ait de l'éducation en français parce que le niveau proposé est plus élevé, les enfants sont plus stimulés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette dynamique autour de l'éducation, mais après, le problème, c'est qu'ils ne gardent pas leur français. Et donc, après, si vous voulez si vous avez des besoins en termes de santé ou dans d'autres domaines, c'est conditionné au fait que les gens doivent savoir le français. Comme il y a quoi, 4% de gens qui sont capables de parler le français en Alberta ou très, très peu. C'est pour ça que l'éducation, on se dit, il y a le potentiel de tous ces enfants qui seraient disponibles et il y a beaucoup d'enthousiasme sur la formation en français. Puis après, sur le reste, comme trop peu gardent leur français, est-ce qu'il y a vraiment un vrai besoin du point de vue des anglophones? Puis quand je vois toute la discussion qu'il y a autour du PDG là, de Air Canada, la position des anglophones sur ce sujet-là, c'est pas bien grave, quoi. C'est un peu ce qui me plaît quand je vous entends. Il y a deux dernières questions. Une question qui est adressée au docteur Quentin et une dernière à Denis. La première question, c'est, tantôt on a dit en Alberta, il y a ce manque de médecins. Il y a la mobilité, il y a peut-être la politique du gouvernement qui amène les gens à quitter la province, les médecins à quitter la province pour aller s'installer ailleurs. Avec votre expérience, vous venez de la France, est-ce que quand vous êtes arrivé en Alberta, on vous a facilement intégré dans le corps des médecins? Ça, c'est une première question. La deuxième question, si ce n'est pas le cas, quel est votre cheminement? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la communauté francophone, nous avons effectivement beaucoup de gens qui sont médecins en Belgique, qui arrivent, mais qui n'ont pas, peut-être qu'ils ne connaissent même pas le processus. Et il n'y a pas un cadre qui leur permet de comprendre quel est le processus qu'il faudrait, peut-être, le processus par lequel il faudrait passer pour réintégrer le corps de la santé. Quelle a été votre expérience? Ça, c'est une des choses. Et est-ce qu'il ne serait pas possible aujourd'hui, avec l'appui du réseau santé, de mettre un programme de mentorat pour ce genre de personnes qui arrivent et qui voudraient continuer dans son domaine, son domaine professionnel? Maintenant, par rapport à Denis, c'était simplement une question pour dire, oui, tantôt nous avons parlé de sensibilisation, de comment amener les gens à comprendre telle ou telle chose. Je voudrais juste poser une question. Est-ce qu'il est possible, par exemple, dans les centres hospitaliers ou des cliniques, que le réseau santé puisse mettre juste, je ne sais pas si c'est des petites plaques, négocier avec eux, je ne sais pas comment ça se passe, je parle en tant que profane, négocier avec eux si on peut avoir juste une petite plaque à leur réception qui dit service en français ou le 1-800 ou bien le numéro 800 qu'on peut appeler si il n'y a pas de médecin en français. Au moins, quand moi j'arrive en tant que patient, si je sais que c'est en français que je voudrais être reçu, j'ai au moins ça qui est quelque part, ou même les réceptions, parce que même la réception de l'hôpital ne connaît même pas ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est de là que je parlais aussi de sensibilisation. Qu'est-ce que le réseau de santé peut faire dans ce cadre-là? Voilà. Est-ce que juste parce que je suis là, il nous reste 7 minutes, puis oui. Je vais devoir enchaîner et je vais aussi prendre ma pause déjeuner. Je suis en Zoom depuis 9 h ce matin.
juste, je vais essayer de répondre rapidement à vos questions sur les deux premiers points que vous avez soulignés. Les médecins, comment ils font pour réintégrer le corps de la santé en Alberta, etc. Moi, mon processus, il a été assez simple parce que je suis arrivé ici, j'avais déjà mon emploi, c'est-à-dire que j'ai immigré au Canada dans le cadre d'une mobilité professionnelle qui a été anticipée. Ça s'est fait dans ce sens-là. Je suis allé au Canada parce que j'avais été recruté par l'Université de l'Alberta. Je ne suis pas allé au Canada en me disant « et ensuite, je vais retrouver un poste ». Ce qui a facilité considérablement les choses de mon point de vue parce que tout était sécurisé à l'avance, le processus était expliqué et c'était très, très, très cadré. Il y a beaucoup de paperasse à faire quand on veut faire reconnaître ces titres médicaux. Je parlais juste de médecin, je ne peux pas dire comment c'est infirmier, autoprofessionnel de santé, mais ça prend en fait… donc, il faut qu'on sache la province dans laquelle on va émigrer. En fonction de ça, il faut s'adresser au régulateur de la province. Donc, moi, en Alberta, c'est le CPSA, le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta, qui va ensuite vous mettre en lien avec une structure fédérale qu'on appelle le Conseil médical du Canada, le CMC, le MCC en anglais, pardon. Et le CMC est chargé, en fait, il vous attribue un numéro unique, il est chargé, en fait, de faire le lien entre ce qui s'est passé dans votre formation, dans votre pays d'origine, et le régulateur. Et donc, ça comprend un processus qu'on appelle la vérification des titres à la source, qui est un processus long, très long, dans lequel l'applicant doit soumettre et payer cher cet organisme-là. On doit soumettre ses documents, ses titres, les relevés de notes de la 3e année de médecine et la note qu'on a eue à l'examen d'histologie à la fin de cette année-là. Enfin bref, tout un tas de documents qui sont vérifiés. Et si le logo de la faculté est coupé sur 1 mm, c'est refusé. Enfin, vraiment, on est dans des exigences assez incroyables. Puis ensuite, ces documents-là sont envoyés à un organisme qui est basé aux États-Unis. Je ne me souviens plus du nom de ce deuxième organisme, qui va en fait recontacter votre faculté d'origine pour s'assurer que c'est bien des vrais titres. Et ce processus-là se fait indépendamment de vous, c'est-à-dire que vous n'interférez pas là-dedans. C'est un processus indépendant de vérification des titres. Ça prend longtemps de faire ça. Ça, c'est quelque chose qui est fait au niveau fédéral, qui est coordonné par le MCC et ensuite qui détermine si oui ou non c'est validé. Et après, chaque régulateur a ses propres critères qu'il faut respecter avec des voies d'accès, des moyens d'avoir une licence pour pratiquer la médecine. Moi, je suis un académique, donc j'ai un appointement à l'université, ce qui facilite un peu les choses par rapport à un médecin qui n'a pas d'appointement à l'université parce que l'idée est que si une université en est à recruter un étranger, c'est qu'il n'y a pas au Canada quelqu'un qui va satisfaire les exigences du poste. Donc, pour faciliter ce processus, c'est un petit peu moins compliqué, tout en n'allant pas jusqu'à dire que c'est simple. Mais voilà, tout ce processus-là s'accompagne d'une obligation de suivre des modules de formation. Je vous assure, Madame Kemadjou, j'ai l'impression d'avoir passé 2 mois complets sur mon ordinateur en e-learning à ce moment-là. J'exagère un peu, mais vraiment, il y a énormément de modules, à la fois offerts par le Conseil médical du Canada et puis aussi par AHS, parce que moi j'ai un appointement avec AHS. Et donc, les modules du Conseil médical du Canada comprennent des modules de formation. Il y en a 8, ça doit faire 2 ou 3 heures chacun. C'est long, hein, ça prend, c'est pas un truc qu'expédie en 3 minutes. Il y a évidemment tout un tas de choses sur les populations autochtones, les différences culturelles, comment au Canada on s'adresse à un patient. Enfin, il y a toute l'acculturation qui est faite. Je ne pourrais plus vous dire si spécifiquement le cas des étrangers ou des gens avec qui on n'est pas capable de communiquer est spécifiquement abordé, mais il y a vraiment un long processus qui est fait d'intégration et d'accompagnement à ce niveau-là pour pouvoir prendre ce poste. Alors après, quand tu as parlé du mentorat et du processus pour les gens qui, eux, ont émigré et qui souhaitent raccrocher à la pratique médicale, la structure à laquelle il faut qu'ils aillent, c'est le régulateur. C'est le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta. Pour les médecins, je parle pour les médecins. Infirmiers, je ne peux pas te dire, mais s'il y a un médecin qui a des titres et qui souhaite pratiquer la médecine, la personne, l'entité qui va vous dire c'est ça qu'il faut faire, c'est le régulateur. Et alors le problème est que moi je suis français, c'est nous qui avons inventé le concept de révolution, c'est nous les énervés de service, et c'est aussi nous qui cherchons toujours à avoir des exceptions, à se dire oh oui, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une facilité? Il faut le dire tout de suite parce que
j'ai beaucoup de Français aussi qui me contactent en essayant de raccrocher une pratique canadienne. Il y a un processus, il est donné par le CPSA, il faut s'y tenir et ça ne sert à rien d'aller chercher de l'information ailleurs parce que celui qui va donner la licence, c'est le CPSA. Ce n'est pas ni votre pote, ni votre ami, ni quoi que ce soit, c'est le CPSA. Donc, c'est là qu'il faut tenir son information et c'est leur conseil qu'il faut suivre. Et donc, quant au mentorat, s'il y avait quelque chose à faire par rapport au mentorat, ce serait peut-être de se mettre en lien avec le CPSA pour dire est-ce qu'il y a des besoins, est-ce que là, on peut se mettre en tant qu'association de soutien à la francophonie dans le milieu de la santé. Ça peut être une avenue pour pouvoir développer des initiatives. Excellent. Bonne réponse, surtout au sujet du mentorat, parce que oui, Evelyne, ça serait formidable si on pouvait avoir un programme de mentorat, mais comme vous pouvez imaginer, le réseau, d'abord, nous avons un mandat qui est national, c'est-à-dire que nous sommes à contrat avec la Société Santé en français, financée par Santé Canada. Et notre mandat est clair, c'est la promotion de l'accès à des services de santé en français. Et nous avons des ressources humaines et des moyens limités par le fait que nous avons un contrat et des comptes à rendre. Je vais communiquer quand même avec le CPSA pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire à l'intérieur de ce que nous vivons ici, en Alberta. Puis il y a peut-être quelque chose, puis je ne voudrais certainement pas dire non sans essayer. Pour ce qui est des centres cliniques, voici ce qu'on a fait. Je ne me souviens plus de l'année, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. En tout cas, ça dit, ici, on parle français. On en a fait plusieurs copies et ça explique un peu la raison d'être, pourquoi on offre des services en français. On a distribué ça à travers la province et puis à toutes les cliniques, les PCN, où il y avait la possibilité de donner des services en français. Et on a fait des belles façons, oui, mais il y en a plein qui ont dit, ben oui, mais on n'a personne ici qui parle français. Alors, si on met ça, on va donner l'impression qu'on donne des services en français, puis ce n'est pas vrai. Alors, on travaille encore ce domaine-là avec Alberta Health Services et le ministère pour justement identifier les endroits en Alberta où on devrait être capable de mettre ces affiches-là et de donner les informations dont ont besoin les réceptions dans les cliniques, les PCN, les gens qui reçoivent le public et qui savent à quoi s'attendre et ces gens-là peuvent bien diriger maintenant les patients qui arrivent à leur comptoir. C'est un travail de longue haleine que l'on va devoir commencer et recommencer à chaque année. Ça, il n'y a pas de doute. Oui. Isabelle? Oui, excuse-moi, Paul, parce qu'il va falloir conclure, mais aussi, je voulais juste ajouter sur 2 points. C'est d'ici le mois de janvier, on devrait avoir une nouvelle formation, courte formation pour promouvoir justement la demande active. On est en train de travailler là-dessus et on veut faire comme une genre de campagne. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, à partir de janvier, on veut miser sur une campagne pour annoncer et puis sensibiliser les gens à demander. Et puis, je trouve que, je pense que l'atelier d'aujourd'hui, le webinaire va faire partie. Il y a des choses que j'ai retenues que je pense qu'il va falloir aller plus loin avec chacun de vous. Mais il y a ça qui s'en vient. Et aussi, dans le cadre on a un projet pan-canadien qui s'appelle Franco Santé, qui s'adresse aux étudiants en santé et qui est là pour leur donner des activités et des outils pour perfectionner, améliorer ou même apprendre le français. Alors, pour justement qu'ils puissent continuer après leur programme, après leur secondaire, à se perfectionner et à potentiellement offrir le service en français. Alors, il y a ces 2 choses-là, je pense, dans lesquelles on va être beaucoup plus actifs à partir de 2022. Mais Franco Santé, c'est dès maintenant. Là, on fait des activités, mais c'est ça. Et Franco Santé, c'est pour les universitaires, hein? Les gens oui, les étudiants universitaires qui sont dans des universités et collèges anglophones. Comme le campus sont déjà pas mal sensibilisés, mais on travaille quand même avec eux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immersion et qui veulent perfectionner, continuer à apprendre le français et à offrir le service en santé. Alors, on les inclut. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est deux éléments qui
que le réseau avec lequel le réseau travaille, là. Alors, pour favoriser et améliorer l'offre et la demande active. Alors, pour conclure, je tiens à vous remercier vraiment sincèrement d'avoir été là avec nous. C'était vraiment un webinaire exceptionnel. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de chacun. Je suis pas mal fière de vous autres. Puis, comme je l'ai dit au début, ça a été enregistré. Je vais mettre le lien sur YouTube. Paul, tu veux-tu faire le mot de la fin aussi? Il n'y a pas de trouble. Non, ce n'était pas pour faire le mot de la fin, c'était juste pour applaudir ce que tu étais en train de dire. Okay. J'ai cliqué sur la mauvaise main. Je pensais que c'est correct, sur la main qui fait des applaudissements. Puis, voici, ma technologie moderne ne va pas jusque-là. Mais merci, Evelyne. Merci, Dr. Quentin. Vraiment formidable. Belle présentation. Oui. Belle discussion. Merci aux participants et à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci, Isabelle. Et qui vont nous écouter aussi. Alors, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.